Prenez la parole au 0826 300 300 avec nos deux débatteurs. William Tay qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire, classé à droite. Nicolas Corato, j'en parlais avant. Bonjour à vous. Bonjour. Président fondateur du think tank Place de la République, classé à gauche. À qui la faute? C'est un peu la question du week-end. Qui est responsable de ce dérapage des finances publiques qui fait que le gouvernement a été obligé de proposer un budget assez saignant et en urgence? Une commission d'enquête a été demandée par le président du groupe UDR, Éric Ciotti. D'abord, est-ce que cette commission d'enquête serait justifiée pour vous, Nicolas Corato? Enfin. Moi, je suis étonné que, je le disais encore à votre micro il y a peu de temps, que le Parlement ne se soit pas saisi. Je rappelle que le rôle du Parlement, c'est certes de voter les lois, mais c'est surtout de contrôler l'action du gouvernement. Et que les commissions d'enquête sont à sa disposition lorsque, manifestement, des sujets méritent ce contrôle. Et là, pardon, mais s'il y a un sujet qui mérite un contrôle et une enquête du Parlement, c'est bien la dérive calamiteuse des fonds publics. Je suis même étonné que ce soit Éric Ciotti qui soit à la manœuvre, à l'initiative de cette commission d'enquête. J'attendais plutôt du Éric Coquerel, j'attendais plutôt des gens au Parti Socialiste ou au Rassemblement National, parce que finalement la dérive des comptes publics, elle va surtout pénaliser leur électorat. Eh bien, moi je suis content en tout cas qu'il y ait cette initiative. Oui. William Tay. Le point qu'on voit notamment, c'est que depuis 7 ans et notamment depuis la politique du Covid, on voit bien un dérapage des comptes publics sur la dette et sur le déficit public. Pourquoi est-ce que c'est sur ces deux points-là qui sont précis? Parce qu'on n'est pas sur un dérapage public uniquement sur l'année 2025 ou l'année 2024. On est sur 2023, 16 milliards d'euros. 2024, c'est pas terminé l'année, mais donc ça peut déraper entre 18 et 24, donc on arrive à un bloc de 40. Et sur l'année prochaine, c'est pour ça que Barnier doit faire des économies, il doit faire 60 milliards d'euros d'économies. On est sur un package global entre 80 et 100 milliards. C'est pas une mince affaire, c'est énorme. C'est plus que le budget de l'éducation nationale, c'est plus que le budget des armées, c'est plus que le budget du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent et ça fait beaucoup d'argent qui doivent être justifiés. Alors sur le point précis, ensuite après sur le déterminer les responsabilités, je pense que c'est un trio magique. C'est Le Maire, Attal et Macron, parce que quand on regarde les choses, c'est eux qui donnent des leçons à la terre entière sur comment gérer l'argent public depuis 7 ans. C'est eux qui étaient aux manettes depuis la politique du Covid, et notamment depuis 2022, c'est là où on a de dérapage. Sur les finances précisément, il faut quand même le rappeler, la France a mis en place la politique du quoi qu'il en coûte, mais l'ensemble des pays européens ont mis la politique du quoi qu'il en coûte. Alors comment vous expliquez... Alors non. Si, je vais y arriver, vous allez voir. Comment ça se fait que l'Allemagne met 7 ans pour rembourser sa dette Covid, que l'Italie et l'Espagne entre 20 et 40, et que la France 69 ans. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez également qu'il y a eu un tel dérapage hors Covid? Parce que c'est ce que dit la Cour des comptes, la dette Covid ne représente que 400 milliards sur les 1200 milliards, donc il y a bien 800 milliards de trous. À quoi ils ont servi? Et surtout, où sont passés les 100 milliards qui ont disparu des caisses publiques depuis maintenant 3 ans? Est-ce que l'Allemagne et l'Italie, par contre, ont autant aidé les restaurateurs, les artisans pendant le Covid que la France? Ça, c'est une vraie question, malgré tout. Il y a un sujet, c'est peut-être pas la peine qu'on reste trop longtemps sur le Covid, parce que ça représente 25% du dérapage auquel on est confronté aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron et Monsieur Le Maire et Monsieur Attal ou Madame Borne ne peuvent pas continuer à dire que tout ça c'était pour sauver l'appareil de production et le travail en France au moment de la crise Covid, même si ça représente 25%. Il y a un point sur la crise Covid qui explique peut-être notre différence avec nos voisins, c'est les PEG. C'est-à-dire que ces prêts ont été... Les PGE, les prêts garantis par l'État. Les prêts garantis par l'État. Ces PGE ont été garantis par l'État, comme leur nom l'indique. Et aujourd'hui, on sait très bien que les banques les ont attribués avec quand même une consigne de l'État de manière la plus généreuse et sans vraiment de contrôle a priori, et qu'aujourd'hui beaucoup de ces PGE ne sont pas remboursés et activent la garantie de l'État et donc pèsent sur les dépenses publiques. Et que c'est une dépense publique qui n'avait pas nécessairement été... anticipé en tout cas à ce niveau-là. Mais sur le reste, il y a 75% de la dette qui n'a rien à voir avec le Covid. Donc effectivement, sur la responsabilité de M. Macron, de M. Le Maire, de Mme Borne et de M. Attal, il va falloir aller regarder précisément ce qu'il en est. C'est un cocktail terrible, c'est le cocktail de « je vous promets des baisses d'impôts » et je baisse les impôts, notamment les impôts de production, et derrière, je ne réalise pas les économies. Parce que quand vous faites une économie d'impôts, il faut une économie de dépenses. Alors on pose la question à nos éditeurs ce matin, et c'est Emmanuel Macron le premier responsable. Réponse massivement oui, c'est lui le premier responsable pour nos abonnés, en tout cas sur Twitter. Maintenant tout le monde commence à essayer de se défendre. Dans le JDD ce matin, le journal du dimanche, Gabriel Attal et ses proches qui s'expriment. Gabriel est sur une ligne de crête et il n'a jamais eu la main sur le budget de la France. C'est ce que dit l'un de ses proches. Gabriel Attal qui suggère ou fait suggérer aussi qu'Elisabeth Borne serait quand même responsable d'une bonne partie du dérapage des finances publiques
en ce qui concerne les dépenses des collectivités territoriales, alors que lui, ministre du budget, avait permis de brillamment, dit l'article, négocier un mécanisme qui empêchait ces dépenses de déraper. Gabriel Attal est innocent ? C'est n'importe quoi. Enfin, je comprends pas quelle est sa ligne de défense. Il est ministre du budget depuis 2022. En fait, il a quitté les fonctions du budget que pendant 6 mois pour être au ministère de l'Éducation nationale. Donc, en fait, il est en charge de la politique budgétaire, de la politique économique du pays, comme ministre du budget, puis ensuite après comme Premier ministre, quasiment sur toute la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourtant, je cite à nouveau, Gabriel n'a jamais eu la main sur le budget de la France. À ce moment-là, ça sert à rien de vouloir exercer des responsabilités si on est dans la culture d'irresponsabilité. C'est quand même amusant quand même que des gens se disent on est responsable, on sait comment gouverner. À chaque fois qu'il faut porter une responsabilité ou exercer une forme de contrôle, ils se défaussent toujours sur quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Quand on prend par exemple les déclarations, je me rappelle en 2022 de Darmanin qui disait la Stade de France, c'est pas de ma faute, c'est la faute du sous-préfet de je sais pas quoi qui gérait la sécurité du Stade de France. Par contre, quand il y a des bons chiffres, et ben à chaque fois ils sont les premiers en première ligne pour aller expliquer sur savoir comment on fait à peu près pour pouvoir exercer des responsabilités. C'est comme le maire qui part en disant voilà comment on va faire pour exercer, comment on fait pour bien gérer le budget alors qu'il laisse 6 à 7 points de déficit avant de partir. C'est quand même assez amusant. Je pense Bruno que le point essentiel qui sous-entend qu'un jour la vérité éclatera et qu'on réalisera qu'il avait averti. Non mais ça veut dire que Monsieur le maire vienne témoigner sous serment devant cette commission d'enquête et dise la vérité. Mais si jamais la commission d'enquête se tient, de toute façon, il sera probablement convoqué. J'imagine bien, oui, c'est souhaitable et c'est souhaitable pour les Français parce qu'au final, qui va payer l'addition ? C'est les gens qui nous écoutent, c'est nous ici autour de la table. Mais Nicolas Corato, vous êtes en train de dire concrètement que si Emmanuel Macron et Bruno Le Maire avaient fait ce qu'il fallait, le budget du gouvernement Barnier, on l'aurait décidé il y a 6 mois et pas aujourd'hui. Bah oui. Mais je dirais même, je dis même que si on avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire arrêter de baisser les impôts sans mettre en place un plan de redressement et de baisse des dépenses. C'est Charles de Courson qui l'explique très très bien. Charles de Courson dit il faut arrêter d'enlever des recettes si on n'enlève pas les dépenses qui vont en face. Et ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat, c'est de baisser des impôts sans jamais baisser les dépenses. Ça peut s'entendre, mais pardon, je rappelle quand même que... C'est une politique réganienne. Je rappelle quand même que vous êtes de gauche. Oui. C'est vous qui le dites. J'essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de gens à gauche qui disent il faut baisser les dépenses. Pardon, on ne parle pas de la baisse d'impôts. Je suis pas en train de dire ça. Je dis que quand vous voulez baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Donc pour vous, il ne fallait pas les baisser. Eh ben moi, j'étais pas pour la baisse des dépenses des services publics. Et je constate que les impôts ont baissé, que les dépenses n'ont pas baissé. C'est complètement antagoniste, c'est complètement paradoxal, c'est absurde comme politique. Non mais ce que vous dites, c'est le en même temps. William T. Je fais de la droite et je fais de la gauche. Mais ce que vous dites, c'est que Macron a baissé de quelques points d'impôt de taux de prélèvement obligatoire, mais ça ne justifie pas qu'on soit en déficit depuis 1974 de manière assez continue. Donc ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que Emmanuel Macron, malgré tout, avec sa baisse d'impôt, a obtenu des bons résultats économiques sur quelques points précis. Lesquels ? Bon, on va y arriver. Non mais lesquels ? L'emploi, c'est la démographie. La politique d'attractivité. C'est-à-dire qu'avec Emmanuel Macron, on est passé d'une politique où on était cul-bassin de soleil à l'époque de François Hollande à maintenant, au moins, on est le premier investisseur direct en termes d'investissement étranger. D'investissement direct à l'étranger. Deuxième point, c'est qu'on a attiré du patrimoine financier et fiscaux. Ça veut dire que désormais, maintenant, avec la flat tax, il y a beaucoup de gens qui préfèrent, avec un système fiscal comparable, se loger à Paris plutôt qu'à Berlin. On les comprend pourquoi, avec le succès des Jeux Olympiques. Et ça ruisselle. Non mais attends, dernier paramètre. Laissez-moi terminer, vous allez voir, ça va bien se passer. Ensuite, après la baisse des impôts de société de 33 à 25%, on finalement, quand vous regardez en termes de produits, c'est-à-dire que la baisse du taux sur les impôts de société, on fait finalement que après la baisse de taux, on a obtenu plus d'argent avec 25% de taux sur les sociétés qu'à 33 à l'époque. Donc, mais là, William T, vous êtes en train quand même de défendre la politique économique menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Oui, mais le problème d'Emmanuel Macron, va y arriver, c'est qu'en fait, il n'a pas fait de réformes structurelles comme ce qu'a fait Schröder, comme ce qu'ont fait l'ensemble des pays européens, pour faire en sorte que l'action publique colle à sa vision de la société, parce que vous ne pouvez pas avoir effectivement une baisse et un retrait de l'État sur certains domaines qui sont essentiels, enfin qui sont pas essentiels, pardon, et faire en sorte de réduire du poids de l'État. Comment ça se fait qu'on a 33% de part de bureaucratie sur l'éducation nationale, de la même manière sur le système de santé, qui font qu'en fait on dépense de l'argent pour que les gens surveillent les fonctionnaires qui travaillent et qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires qui travaillent. Éducation nationale, c'est le mot magique, ça énerve Nicolas Corato. Il y a trop de bureaucrates ou pas au ministère de l'Éducation nationale ? Derrière tous ces chiffres, il y a des services publics. Derrière ces chiffres, il y a les forces de sécurité, les soins, la santé, le médico-social, nos aînés. C'est pas uniquement, je veux dire, moi je veux bien qu'on accueille des gens qui payent, des traders qui viennent à Paris plutôt qu'à Londres. Très bien, mais
quel intérêt pour les comptes de la nation? Mais qu'ils fassent des courses. Attendez, ils font des courses, oui, mais c'est pas eux qui font marcher la machine économique. On le sait très bien que c'est marginal. La preuve, ça a très bien marché, c'est tellement marginal que ça n'a aucun effet sur les comptes publics. Si vraiment ce que vous décrivez avait eu lieu, on ne serait pas à ce type de déficit. Et ce seraient ces traders et ces gens très fortunés qui sont revenus en France, qui feraient tourner l'impôt et qui feraient rentrer l'impôt en France. Manifestement en France, l'impôt ne rentre plus assez et surtout on n'arrive pas à gérer la dépense au mieux. Et moi je comprends l'attitude des Français qui se disent mais comment on fait pour vivre dans un pays où on est autant imposé et où les services publics sont autant en train de se dégrader. Et c'est toute la question qui aurait dû animer Emmanuel Macron et qui aurait dû choisir entre une politique de gauche de relance de l'économie par la demande et de relance des services publics. Mais ça veut dire une relance keynésienne. C'est-à-dire une augmentation des dépenses publiques et des impôts. Et oui, et nous augmentons. Donc l'État ne dépense pas assez pour vous aujourd'hui. Mais l'État dépense non seulement pas assez, mais mal. Pardon, l'État ne dépense pas assez. Vous connaissez la situation dans les EHPAD? Vous savez ce que les familles payent en reste à charge dans les EHPAD? Vous trouvez ça normal qu'on fasse payer à des familles 3 000 € par mois pour s'occuper de leur père ou de leur mère qui est en état de dépendance? Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un manque de politique publique et de services publics. Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants en situation de handicap dans les écoles? On continue à faire en sorte que les parents les mettent dans des écoles privées ou les envoient en Belgique. C'est ça la dépense publique. C'est pas un gros mot. C'est pas que ça. Non, c'est ça aussi. Particulièrement, ce sont des aides publiques aux personnes les plus défavorisées. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, les services publics. Nicolas Corato, on va remettre un petit peu d'ordre. Vous parlez des services publics, vous avez raison, mais vous ne parlez que de ceux qui vous arrangent. Je vous ai vu faire la moue quand William Tay parlait de la bureaucratie à l'intérieur de l'éducation nationale. Il parlait pas des profs, mais vous revenez pas là-dessus. C'est comme si cette dépense publique-là n'existait pas pour vous. Parce que qu'il y ait de la bureaucratie en France, c'est pas nouveau. Mais c'est pas ça qui bloque. Il faut des réformes. Il faut des réformes d'organisation. Il faut arrêter de faire peser sur les fonctionnaires la responsabilité de la déroute des comptes publics. Les fonctionnaires, ils travaillent. C'est pas comme s'ils étaient payés à rien faire. Et moi, je ne veux pas qu'on imagine que dire il y a 30% de bureaucratie, c'est de dire qu'il y a un tiers des fonctionnaires qui fichent rien dans l'administration qui sont payés à rien faire. C'est faux. Et c'est en disant ça qu'on n'a pas de vrai débat sur la comptabilité publique aujourd'hui. On a le droit de dire que des personnes qui ne sont pas au contact direct du public des services publics pourraient le devenir et qu'elles y seraient plus utiles. Et pourquoi ils seraient inutiles s'ils ne sont pas au contact direct? Il y a des ingénieurs, il y a des gens, il y a des chefs de projet, il y a des informaticiens qui travaillent dans les bureaux de l'administration publique. Écoutez, dans une entreprise, il y a des fonctions support, il y a de la compta, il y a de la DRH, il y a des gens qui ne sont pas au contact des clients et ils sont quand même productifs, ces gens-là. Je vais vous montrer quelques exemples. Les Français ne comprennent pas pourquoi l'État dépense autant, ils sont autant prélevés. Pourquoi est-ce qu'on est les champions du monde? Ils ont des services publics aussi peu de qualité et qui manquent des services publics partout. Non, mais c'est pas vrai qu'ils sont peu de qualité. Ils se dégradent, mais c'est pas vrai qu'ils sont peu de qualité. Donc les services sont de moins en moins de bonne qualité. Pourtant, les Français payent de plus en plus d'impôts. On va y arriver. Si on prend le système de l'éducation nationale, donc les Français dépensent autant qu'un Allemand, et pour autant, de plus en plus de Français ou de parents français décident de mettre leurs enfants dans le privé. Ça veut dire que, en fait, on dépense de plus en plus dans le public, et pour autant, les Français fuient de plus en plus l'école publique. Il faut peut-être s'interroger sur pourquoi est-ce qu'ils fuient autant l'école publique. Et le public finance le privé. Sur les 33% du budget de l'éducation nationale, on part en bureaucratie, on part en rectorat et on part en infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a une question quand même qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus d'argent pour les professeurs, et pourquoi est-ce que les professeurs allemands sont mieux payés que les professeurs français avec le même dépense par habitant, et pourtant l'Allemagne n'est pas connue pour un grand système public. Sur le système de santé, sur le système le privé avec de l'argent public aujourd'hui en France. Sur le système de santé, la France est un des pays qui dépense le plus pour sa santé par habitant et en termes de points de PIB, et pour autant nos médecins sont moins bien payés que les Allemands. Le personnel soignant est moins bien rémunéré et on avait moins de lits d'hôpitaux pendant la crise Covid, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Donc pourquoi est-ce qu'on dépense autant? Et comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'on a autant de reste à charge à payer? Pourquoi est-ce qu'on doit payer autant pour les EHPAD, etc. C'est-à-dire que très bien, on voit de plus en plus qu'en fait l'État dépense de plus en plus, et c'est le privé qui doit prendre le relais d'un système public en pleine déliquescence, en pleine défaillance. Je vous propose, mon cher Nicolas Corato, de méditer sur le pourquoi posé par William Tay et d'y répondre dans une semaine. Vous reviendrez dimanche prochain. Je serai ravi de vous retrouver. Je serai heureux de suivre ce débat. Je serai heureux de revenir. En tout cas, merci à tous les deux. William Tay, fondateur du think tank Place de la République, et William Tay, fondateur du think tank Le Millénaire, classé à droite, et Nicolas Corato. Ça s'échange assez facilement. Ça s'appelle en même temps. Vieux monde. Nicolas Corato, fondateur de Place de la République, classé à gauche. Allez, à dimanche prochain, les amis.